Peut-on y voir une relation de cause à effet? Le lundi 13 janvier dernier, on apprenait que la Banque mondiale suspendait à nouveau ses décaissements au profit de l'État gabonais après l'interruption déjà enregistrée en juillet dernier, avec toujours la même forme de discorde, l'accumulation des impayés. 2 jours plus tard, le président de la transition, Brice Oligui Nguema, procédait à un remaniement de l'équipe gouvernementale, caractérisé notamment par le départ de Maïs Moussi du ministère de l'économie et désormais au ministère de l'environnement. S'agit-il d'une mesure politique visant à contenter les institutions de Bretton Woods ou d'un vrai problème de fond? Que retenir de ce remaniement? Norbert Navarro, tu es un bon connaisseur du Gabon, tu as travaillé au Gabon. Qu'est-ce qui s'y joue sur le front financier? Sur le plan financier, on va répondre à cette question, Théo, mais d'abord, une petite remarque. Tu as posé une question, peut-on voir un lien entre le remaniement et la réunion de la CEMAC, c'est-à-dire la communauté des États économique et monétaire de l'Afrique centrale. D'Afrique centrale. Est-ce que ceci est la réponse à cela? Oui et non. Il faut tout de suite le préciser, parce qu'un remaniement, ça faisait longtemps qu'on en parlait. Au Gabon, au mois d'août dernier, lors du premier anniversaire de la transition, il était déjà question d'un remaniement, tout le monde en parlait. La presse gabonaise en parlait beaucoup, et je reste très attentif à la presse en Afrique. Et puis rien ne s'est passé. Selon mes informations, début décembre, déjà, on annonçait l'organisation d'un remaniement à Libreville, avant même que soit convoqué le sommet extraordinaire de la CEMAC à Yaoundé. Donc il y avait du remaniement dans l'air. De toute façon, il se serait passé quelque chose. Et puis tu as raison aussi, Théo, le sommet de la CEMAC a changé quelque chose. Et le principal enseignement de ce remaniement, je ne sais pas d'ailleurs si on peut parler de remaniement ou de réajustement, c'est effectivement le changement au niveau du ministère de l'économie et du ministère des comptes publics. En clair, le ministère de l'économie de Maïs Moussi avait compétence sur le dossier épineux de la dette. Ce dossier a été transféré au ministère des comptes publics. Le ministre de l'économie, Maïs Moussi, n'a pas été débarqué, comme l'avait clamé un peu vite la presse gabonaise au moment de l'annonce du nouveau gouvernement, puisqu'il a changé de portefeuille. Il est aujourd'hui ministre de l'environnement et du climat. Ce qui est stratégique au Gabon, l'environnement. Oui, c'est un poste important. Un des poumons verts du monde. Absolument. Ce qui veut dire qu'il conserve la confiance du chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais en revanche, le dossier de la dette, lui, passe sous la houlette de Charles Mba, ministre des Comptes publics. Et donc, c'est un renforcement de compétences, un élargissement d'attributions pour le ministre des Comptes publics et un signe de très grande confiance du président. Mais est-ce qu'on peut quand même... Est-ce que c'est pas aller trop vite en besoin que d'attribuer les problèmes avec la Banque mondiale et le coup de semence du sommet de la CEMAC à Maïs Moussi? On sait que dans les années électorales, il y a pas d'orthodoxie budgétaire en général, parce qu'il faut dépenser pour la campagne et être un peu large avec les fonctionnaires, etc. Ça a été fait avant. Ça a été fait avant. C'est-à-dire que la transition arrivant au pouvoir après des décennies, presque 6 décennies de pouvoir des Bongos, il pouvait difficilement ne pas accéder à un certain nombre de demandes sociales. C'est ce qu'il a fait. Du FMI les alertes du FMI datent de bien avant l'arrivée du comité pour la transition. Je pense que Maïs Moussi, c'est juste une pièce qui est déplacé en quelque sorte sur cet échiquier. Des gages. Oui, parce que c'était déjà compliqué sur le plan économique. En fait, il y a des paradoxes même qui peuvent être pointés du doigt, parce que élargir, par exemple, passer de 31 à 36 ministres, il me semble, c'est augmenter aussi le train de vie de l'État. Donc, c'est plus, à mon avis, une décision politique que purement sur l'aspect de donner de véritables gages. On verra bien au FMI. Je pense qu'il y a des enjeux politiques qui dépassent presque le fait que le Gabon soit placé sous les coups des fourches codines du FMI. Et de la Banque mondiale notamment, qui a suspendu
décaissements. Et la Banque africaine de développement également, qui avait suspendu ces décaissements dans la foulée. Ben, c'est un grand classique. Mais les deux sont vrais. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, c'est une équipe de campagne électorale, c'est un gouvernement d'élection. Et donc, on peut penser que, de toute façon, il y aurait eu remaniement. Le sommet de Yaoundé, ça a été quand même une surprise et un point d'orgue. C'était pas prévu, c'était un sommet extraordinaire. On n'en avait pas vu depuis 8 ans, me semble-t-il. Et la communication autour de ce sommet a été très alarmiste. On a même un temps évoqué la présence à Yaoundé de la directrice générale du FMI. Et il y a même des confrères de la presse écrite qui se sont aventurés à laisser entendre qu'il y avait de la dévaluation du franc CFA dans l'air. Je ne sais pas si vous avez vu ça, ce qui était un peu aberrant. En pleine semaine, un lundi, on ne dévalue pas, même si effectivement le 11 janvier 1994 était un lundi. Mais bon, c'était... Alors, Yannick Fournier, cette actualité, ainsi que le dernier sommet de la CEMAC dont on a parlé, au cours duquel le président camerounais Paul Biya s'est montré alarmiste, met sur le devant de la scène la question du modèle économique des pays de l'Afrique centrale et en particulier celui du Gabon. Des pays qui ont quand même beaucoup de richesses naturelles, mais quelque chose craque en ce moment. En fait, le Gabon a d'abord un problème structurel de la dette, dont leur dette est déjà à 70% du PIB, donc ce qui rend la soutenabilité de la dette un peu problématique depuis un bon bout de temps. Et le remaniement répond également à un calendrier électoral parce que le Gabon est censé faire des élections au premier trimestre 2025. Donc pour cela, ils ont dû se préparer. Donc je crois que l'événement du FMI ou bien de la Banque mondiale, c'est un peu juste un hasard du calendrier. Parce qu'il y a eu beaucoup de pressions qui sont passées avec la classe politique. Quand on bouge le ministre de l'économie, on bouge le ministre de l'économie. Tout à fait. Le problème du Gabon, c'est presque le même que ceux du Congo, c'est presque le même que ceux du Cameroun. C'est la question du modèle économique. Donc le modèle économique hérité pratiquement de la colonisation qui était basé sur l'extraction, où le PIB est pratiquement à 45% fait de l'exploitation. Au Congo, on est à près de 90%. Donc, une économie essentiellement structurée autour des recettes pétrolières, elle n'est pas adaptée pour faire face aux différents chocs. Et lorsque les dépenses obligatoires des pays, dont les dépenses structurelles du pays, viennent à rattraper ces recettes pétrolières, ça crée cette défaillance structurelle qui a justement impacté la position extérieure des pays de la CEMAC. Donc c'est justement ce choc sur les devises qui a engendré la réunion qui a eu lieu à Yaoundé récemment, dans le sommet extraordinaire qui a eu lieu à Yaoundé récemment, en présence des pays de la CEMAC et le principal partenaire financier que le FMI et la France. Donc je pense que dans le contexte, le gouvernement de transition, ils n'ont pas beaucoup de solutions structurelles à apporter. Parce qu'il y a un souci de façon beaucoup plus large en Afrique francophone, c'est qu'on a des petits pays. En Afrique centrale. En Afrique centrale et francophone, parce qu'on a par exemple au Nigeria, Dangote a dû mobiliser 21 milliards de dollars pour construire sa raffinerie. Or, à côté, ni le Gabon, ni le Congo, ni la Guinée ne sont capables de mobiliser un tel montant pour construire une industrie. Donc, ce sont des pays qui doivent plus aller vers la mutualisation des capitaux pour pouvoir avoir une unité industrielle beaucoup plus forte et pouvoir justement faire face à cette défaillance interne aux micro-États. Or, pourtant, il y a un hyper-nationalisme dans ces pays. L'intégration régionale de l'Afrique centrale est à la peine par rapport à l'Afrique de l'Ouest ou à l'Afrique de l'Est ou à l'Afrique australe. Je pense que les seuls pays où il y a une intégration économique en panne, c'est l'Afrique du Nord. Et l'Afrique du Nord a beaucoup plus de ressources avec des États qui sont plus conséquents que ceux d'Afrique centrale. Oui, c'est un nationalisme vain. On a beau aimer son pays, mais les réalités économiques sont têtues. C'est-à-dire, pour avoir une unité industrielle qui doit faire face aux produits, par exemple, venant de la Chine, venant de l'Inde, où les coûts de production sont assez faibles, il faut pouvoir faire une économie d'échelle. Et avec 2 millions d'habitants, c'est impossible de produire à l'échelle. Donc, ils ont beau avoir un nationalisme, mais les leviers économiques qu'ils ont sont assez faibles pour répondre aux déficits à la fois commercial et budgétaire et tout, qui se cumulent. Donc, les déficits jumeaux, déficit commercial, déficit budgétaire, et même déficit de façon globale, en fait.
Alors, Fabrice, tout ceci se déroule sur fond de fièvre préélectorale, avec un Oligui Nguema qui voudra bien rempiler. Est-ce qu'il est bien placé pour rempiler, enfin rempiler, c'est un grand mot, pour régulariser cette situation? En tout cas, avec ce remaniement, je pense qu'il renforce son assise politique. Si on voit un petit peu cette composition du nouveau gouvernement, si on prend le cas du nouveau porte-parole du gouvernement, qui est aussi ministre de l'énergie, Séraphin Akour-Davin, c'est un opposant à l'origine, c'est un opposant de l'ancien régime, de l'ère Ali Bongo, assez illustre opposant, connu pour son éloquence, connu pour sa verve, et c'est une prise politique en fait pour Oligui Nguema. Donc ce n'est pas n'importe qui rentre dans un gouvernement qui a besoin de montrer aussi qu'il est capable de tout écraser pour la prochaine présidentielle, parce qu'on aura l'opposition qui va essayer qui montre déjà qu'elle parle un peu de manière mutuelle, que ce soit Alain-Claude Bilibinze ou d'autres opposants qui dénoncent aujourd'hui la réforme du code électoral. Ça aussi, c'est un aspect à souligner. Le code électoral qui est actuellement examiné par le Parlement. Mais quel Parlement ? Le Parlement de transition aujourd'hui au Gabon a été sélectionné, chaque député, chaque sénateur a été placé par le comité de la transition. Donc, il y a des conditions qui permettraient à Brice, au général Oligui Nguema, de pouvoir se présenter, être élu sans aucun problème. Et c'est ce que dénoncent les opposants aujourd'hui, c'est que les institutions sont en train d'être façonnées pour lui permettre de devenir président, de pérenniser son pouvoir. Oui, alors, ce que moi je retiens de toute cette agitation au Gabon, c'est que le général Brice Oligui est pressé de devenir un civil. Alors, donc, il met en place, il est en train de construire son entourage pour les élections, notamment Norbert l'a dit, Fabrice aussi également l'a soulevé. Ce remaniement répondait justement aux questions des dettes, mais plus encore la question électorale. Parce que ce gouvernement, il faut le souligner, ces nominations quadrillent toutes les régions du Gabon, et c'est en perspective de la présidentielle. Tantôt annoncé en août, récemment annoncé pour le 22 mars, on ne sait pas encore, mais on voit que l'agenda du général président, c'est d'aller aux élections, de les gagner et de devenir un président civil tout court. Le dernier des Bongo ou le premier de l'après-Bongo? Le premier de l'après-Bongo, il n'est pas prêt de sortir facilement du pouvoir. Alors que quand il prenait le pouvoir, il avait dit qu'il était là pour organiser rapidement les élections et rendre le pouvoir aux civils. Mais ça ne se fait plus du tout, en fait. On a l'impression aujourd'hui, le général président est en train de marcher dans les traces d'un défunt général ivoirien, Robert Gueye. Mais il aura peut-être plus de chance que Robert Gueye, Norbert Navarro. Oui, tout de même, une petite remarque. Il y a eu un dialogue politique national très important qui a duré 1 mois avec une très grande quantité de propositions, de préconisations qui ont été prises en compte par la transition. Et ça, c'est sans précédent. Je me souviens dans les années 90, comment appelait-on ça ? Les conférences nationales. Ouais. C'était très important, c'était historique, même c'était un format beaucoup plus réduit. Au Gabon, ça a été quand même quelque chose d'extraordinaire. Il y a eu une réforme constitutionnelle. L'opposition, au moment où nous parlons, n'a pas décidé de présenter un candidat unique. Les fois précédentes, oui. Donc, c'était sous les Bongo, sous Ali Bongo, c'était vraiment un autre monde. Justement, parce que quand il y a eu le coup d'État de Brice Oligui Nguema, on a dit que c'était une révolution de palais. Est-ce qu'on peut dire, avant ce scrutin qui s'annonce, que l'ère Bongo se poursuit avec Brice Oligui Nguema, qui était quand même l'aide de camp d'Omar Bongo, ou alors c'est une page qui se tourne, Théo. De toute façon, sinon c'était quoi ? Est-ce que ce qu'avait fait Ali Bongo, ça n'était pas aussi un coup d'État ? Là, les Gabonais parlent d'un coup de la libération.
et on est un peu enclin à les croire. Mais en fait, les militaires auraient aussi pu remettre le pouvoir aux civils qui avaient gagné la présidentielle. Mais bon, on ne va pas refaire le match. Mais de toute façon, la question fondamentale qui se pose, c'est est-ce qu'on a changé de système C'est la question que je voulais savoir. Est-ce que on a changé de constitution. Parce qu'en fait, on dit que c'est Pascaline Bongo qui gouverne par derrière. On dit beaucoup de choses, mais on a changé de constitution. On est revenu à une constitution qui était immédiatement postérieure aux conférences nationales, au discours de Labo, la constitution de 1992. Et ça, le général Brice Clotaire Oligui Nguema y tient beaucoup. Son slogan principal, c'est un des vers de l'hymne national gabonais. Oui, bien sûr, on a changé. Ça me paraît évident. Quant à la restructuration de l'économie qui résulte du remaniement ministériel, avec le passage du dossier qui manifestement pose problème du ministère de l'économie, et donc la relégation du ministère de l'économie dans l'ordre protocolaire au ministère des Comptes publics de Charles Mba, ça va aussi changer pas mal de choses, je pense. Non, moi je vois les choses comme ça. Je ne sais pas si le calendrier électoral va être accéléré ou pas, parce que je vous rappelle qu'initialement la présidentielle devait se dérouler au mois d'août prochain. Oui. Bon, je ne sais pas si les choses vont s'accélérer ou pas, mais mars ou août, de toute façon, après ça, l'horizon politique sera totalement dégagé au Gabon, et tous les pays de la sous-région ne pourront en dire autant, bien au contraire. Yannick, le mot de la fin sur ce sujet. En fait, je pense qu'il y a un facteur très important à prendre en compte, c'est la culture politique propre à la CEMAC. Une culture politique qui voudrait que le pouvoir ne se donne pas, que le pouvoir se conserve jusqu'à épuisement, jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus, qu'on boive le pouvoir jusqu'à la lie. Donc, M. Oligui, le président Oligui, se retrouve dans un contexte où il y a des présidents à côté qui sont à 40 ans, 42 ans, par-ci par-là. On a en RCA le président Akanj Touadéra qui va se représenter. Donc, lorsque vous êtes au sommet, vous êtes 6 et que 5 autres sont dans un schéma de longévité, c'est difficile pour vous de décourter votre séjour. Donc, il a peut-être eu la volonté, mais je pense qu'il y a des forces de rappel qui l'amènent à un peu vouloir s'éterniser, à rempiler jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus, en fait. Oh, il y a aussi l'ambition, et puis aussi le fait que, de toute façon, un pouvoir qui n'a que quelques mois dans un pays où une famille a gouverné pendant aussi longtemps, garde le bénéfice de la fraîcheur malgré tout.